C'est à un tour de France un peu particulier que nous vous invitons. Il commence dans une banlieue chic de la capitale, à Neuilly-sur-Seine. Au bout d'une impasse privée, un hôtel particulier de 160 mètres carrés avec jardin, à l'abandon. La demeure est délabrée. Cela fait des années qu'elle est inoccupée. Les voisins que nous rencontrons nous confient leur incompréhension. Oui, c'est pas nouveau, il y a 25 ans que c'est comme ça. C'est une situation tout à fait tellement unique, inouïe, inexplicable. On est vraiment dans une situation abracadabrantesque. Une maison sans locataire qui n'a jamais été mise en vente. Sa valeur, plus d'1,5 million d'euros. Et la propriétaire possède un autre immeuble en plein Paris, dans un quartier très recherché. 5 étages, 250 mètres carrés, inoccupé depuis 13 ans. Pourquoi ces habitations sont-elles vides? Nous avons trouvé l'une des adresses de la propriétaire, avec l'espoir de l'interviewer. En vain. Personne. Nous interpellons son avocat à la sortie d'une audience. Quelles sont les raisons de votre cliente, maître, à laisser cet immeuble vide? Vous voulez pas répondre à la presse? Juste une réaction, maître. Après Paris, notre enquête fait étape dans les plus grandes villes de France. À Marseille, nous rencontrons une propriétaire d'une maison vide de 70 mètres carrés. Pour cette maison-là, alors, ça signifie quoi? Qu'elle va rester vide? Elle va rester fermée, oui. En Île-de-France, il y aurait 7 millions de mètres carrés de bureaux vides. C'est là que nous interpellons les grandes entreprises qui les possèdent. Je n'ai rien d'autre à dire, je suis désolé, mais il faut qu'on commence notre réunion d'analyse dans 1 minute. À Lyon, vous verrez que l'État lui-même détient des logements vacants, vides depuis 23 ans et pourtant chauffés. C'est chaud le chauffage, là. On coupe là, normalement ça devrait être coupé. Ça devrait être coupé là. Enquête sur le scandale des logements vides. Pourquoi certains propriétaires laissent-ils leurs logements vacants? Beaucoup refusent de s'exprimer à ce sujet. Mais à Marseille, l'un d'entre eux accepte de témoigner. Monique est enseignante à la retraite. Elle possède cet immeuble familial dont elle a hérité il y a 14 ans. Elle en loue tous les appartements. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 appartements. Ensuite, il y a une maison qui a été divisée en 2, donc ça fait 8. Et il y a la petite maison à côté qui doit être refaite parce que, elle ne correspond absolument plus aux normes actuelles. Cette maison se trouve quelques mètres plus loin. Voilà. La voici. Le locataire est resté 15 ans. Il est décédé il y a 1 an. Voilà, donc c'est une petite maison qui est libre depuis le printemps dernier, donc ça doit faire quelque chose comme 9 mois. Et Vous ne pouvez pas la relouer? que je ne peux pas relouer en l'état parce que c'est trop vétuste. Le locataire n'a pas fait de travaux. Monique ne l'a pas plus entretenu. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec un maçon et une architecte. Entrez, entrez, bonjour. Ils viennent évaluer le montant des travaux de rénovation. Alors l'escalier, il faudrait vérifier s'il n'est pas sur le point de s'écrouler. Il y a des marches qui, effectivement, semblent s'enfoncer. 70 mètres carrés, tout est à refaire. Cuisine, salle de bain. Plomberie et électricité ne sont plus aux normes. Monique pensait en avoir pour 50 000 euros. Mais selon le maçon qui passe au crible la maison, les travaux s'annoncent beaucoup plus lourds. Moi, je vois déjà donc des infiltrations au niveau des plafonds, donc ce qui voudrait dire remise en état de la toiture. Ensuite, les sols, pareil, là on a un sacré dénivelé de facilement 5 cm, ce qui veut dire qu'il y a une poutre qui s'est affaissée. Au-delà de l'aspect décoratif et aménagement de la maison, il y a un renforcement de l'existant au niveau de la bâtisse qui est nécessaire. Quelques minutes plus tard, après concertation avec le maçon, l'architecte rend son verdict. Donc, Attendez, je m'appuie contre le mur. bon, en accord Je vais essayer de avec pas tomber. l'entreprise de maçonnerie,
On pense une estimation donc, du coût global, de façon à retrouver une maison en bon état et Louable. que vous puissiez la louer, à 200 000 hors taxes. 200 000 euros. Euros hors taxes. D'accord. Je dirais que là, ce ne sera pas envisageable avant un temps certain. Monique touche une petite retraite. Elle gagne chaque année 58 000 euros grâce à la location de ses appartements. Selon elle, ce n'est pas assez pour financer des travaux. Pour nous le prouver, elle fait le calcul de ce qui lui reste à la fin de l'année, une fois ses impôts payés. J'ai donc à payer évidemment les impôts sur le revenu. Donc, montant de votre impôt, là, on a 10 594. Auquel s'ajoutent 7 915 euros de CSG, 6 518 euros de taxes foncières et 3 164 euros d'impôt de solidarité sur la fortune. Au total, Monique paye plus de 28 000 euros d'impôts. Il lui reste pour vivre 30 000 euros par an. Divisé par 12, puisque ça n'a pas changé. Ça fait 2555 de revenus. Mais bien entendu, ça ne coûte... là, on ne parle pas du tout. Je veux dire qu'à côté de ça, il y a des assurances, des maisons. Je veux dire, c'est pas 2550 euros que je peux dépenser pour me faire plaisir, pour aller voyager. J'ai des contraintes là-dessus. Monique pourrait revendre sa maison, mais elle veut, dit-elle, la léguer à son fils. Surtout, elle devrait payer à la revente une taxe de 30% sur la plus-value, ce qu'elle refuse. Pour cette maison-là, alors, ça signifie quoi? Qu'elle va rester vide? Elle va rester fermée, oui. À moins que je trouve une autre solution. Cette année, Monique va devoir payer une taxe sur les logements vacants, environ 300 euros. C'est jamais énorme, hein. Mais les petits ruisseaux, vous savez, font les grandes rivières. Alors, et inversement, d'ailleurs, je dirais qu'à force de prendre toujours au même contribuable, finalement, ils n'auront plus rien et ils seront de toutes petites rivières complètement asséchées. Comme Monique, en France, 87 000 propriétaires s'acquittent d'une taxe sur les logements vacants. Mais nous avons découvert que certains particuliers recourent à des stratagèmes pour y échapper. Cette fois-ci, nous sommes à Clichy, dans la banlieue parisienne. Nous rencontrons Françoise, une propriétaire qui souhaite rester anonyme. Elle possède un 3 pièces de 45 mètres carrés, en parfait état, mais inoccupé. Une cuisine équipée avec donc des tiroirs, des machines à laver, un chauffage central. Françoise a renoncé à louer cet appartement. Elle ne veut pas prendre le risque de loyers impayés. Il y a effectivement le problème des locataires indélicats, mais le plus souvent, ce qui revient, c'est plutôt le locataire qui a des difficultés et sur lequel, effectivement, on n'est pas des spéculateurs. Donc, forcément, le côté humain intervient et je me vois mal, moi, demander l'expulsion d'une famille, par exemple, avec des enfants. Son appartement est vide depuis 20 ans. Pourtant, Françoise ne paie pas la taxe sur les logements vacants. Son astuce, occuper 30 jours consécutifs par an son logement vide. C'est légal, c'est ce que fait Françoise qui vit et travaille en province. J'ai organisé ma vie pour pouvoir effectivement réinvestir à nouveau régulièrement cet appartement. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je me déplace plus qu'avant, plus que ce que je pourrais, parce qu'effectivement, je pourrais organiser ma vie pour moins remonter sur Paris que je ne le fais aujourd'hui. Ça veut dire trouver des activités qui font que je me retrouve un peu plus souvent sur Paris. Je suis en capacité de prouver qu'il a été occupé pendant 30 jours, puisque les preuves de cette occupation sont bien précisées. Ce sont des factures d'eau, des factures d'EDF, éventuellement des factures de chauffage. Françoise n'a pas besoin de cet appartement. Elle le revendra, dit-elle, dans 3 ans, avec l'espoir de multiplier par 10 sa valeur par rapport au prix d'achat. Dans notre tour de France, nous avons trouvé un réservoir de millions de mètres carrés disponibles. Ces biens immobiliers n'appartiennent pas aux particuliers, mais aux entreprises. La plupart d'entre eux sont des bureaux. Cet immeuble haussmannien, dans le quartier des Ambassades à Paris, 1320 mètres carrés, vide depuis 15 ans. Son propriétaire serait une compagnie d'assurance égyptienne.
ou encore ses 5000 m², propriété de Groupama. Contacté, le propriétaire a refusé de nous répondre. Nous interrogeons les vigiles. On voulait savoir depuis combien de temps cet immeuble il est vide, vous savez? Oh non, ça, je peux pas vous dire quelque chose. Nous, on est là, ça fait maintenant 4 mois. En réalité, cet immeuble est vide depuis 3 ans. Vous assurez la sécurité ici? Effectivement, voilà. Il ne faudrait pas que les gens puissent squatter, en fait. Ah d'accord, ok. Parce que chaque fois, il y a des départs des gens qui se plaignent. Ouais, on veut des logements tout le temps à la République. Il y avait déjà des Roumains. Voilà, en fait, il y avait des Roumains avant. Et donc, parce que la mettre, c'est pas la peine. Voilà, les procédures, préfecture, police, donc ça prend du temps, vous savez combien ça fait. Donc du coup, ils ont préféré qu'on soit là. Donc, voilà. D'après les experts, avec ces bureaux vides, on pourrait créer 150 000 logements, l'équivalent des besoins de la capitale. Alors pourquoi ces immeubles sont-ils vacants? À 2 pas de l'Élysée, rue Matignon, une porte blindée. À l'intérieur, 2100 m² de bureaux vides depuis 5 ans. Son propriétaire, c'est AXA, le leader mondial de l'assurance. Le groupe refuse nos interviews, mais il suffit de traverser la rue. C'est là que se trouve le siège social de l'entreprise. Nous nous invitons ce jour-là à la conférence de presse donnée par son PDG, Henri de Castries. Nous lui demandons pourquoi il laisse l'immeuble d'en face en sommeil depuis si longtemps. L'immeuble auquel vous faites allusion est un immeuble de bureaux, en cours de transformation parce qu'amianté, et qui a fait l'objet d'un dépôt de permis de construire qui a pris du temps parce que, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y avait un copropriétaire minoritaire qui s'opposait aux travaux, il a fallu régler ce sujet-là. Cet immeuble n'est pas un immeuble propre à l'habitation, donc je n'ai pas le sentiment que les règles de sécurité permettent d'y mettre des personnes. Cet immeuble poserait donc un problème sanitaire. AXA possède d'autres immeubles de bureaux. Celui-ci, par exemple. Il est aux normes, rénové, en partie vacant depuis 1 an. Nous vérifions auprès d'un agent immobilier. Il est toujours d'actualité celui-là. Donc au premier étage sur 140 m² et un au quatrième de 768. La société affirme que 95% de ses bureaux sont occupés. Pourrait-elle transformer le reste en logement d'habitation? C'est ce que nous voulons demander au PDG d'AXA. Je vais revenir sur la... Je n'ai rien d'autre à dire, je suis désolé, mais il faut qu'on commence notre réunion d'analyse dans 1 minute. L'année dernière, ce consultant en immobilier a dénoncé le scandale des bureaux vides de la capitale. Dans ce rapport, il les chiffrait à 7 millions de mètres carrés. D'après lui, avant 2008, les investisseurs ont construit en masse des bureaux pour des raisons financières. Mais la conjoncture s'est retournée. Pendant de nombreuses années, l'immobilier entreprise, notamment le bureau, était beaucoup plus rentable que le logement. Il faut savoir qu'entre 2007 et 2011, le prix de vente des bureaux neufs a baissé de 20%, alors que dans le même temps, le prix de vente des appartements neufs a augmenté de 15%. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans bon nombre de quartiers, bon nombre de villes, le logement est beaucoup plus intéressant financièrement, beaucoup plus valorisé en termes de prix et de loyer que l'immobilier entreprise dont les prix ont plongé. Avec la crise, les investisseurs ne parviennent plus à louer leurs bureaux qui restent vacants. Pour ce consultant, il faudrait les inciter à les transformer en logements. Qu'est-ce qui est le plus facilement transformable? Le plus facilement transformable, sont les immeubles haussmanniens qui étaient à l'origine des logements, forcément. Néanmoins, les bureaux plus modernes peuvent être transformés en résidence-service, peuvent être transformés en résidence étudiante. Il y a un manque cruel de logements étudiants en Ile-de-France. Et les logements étudiants, ce sont des studios. Donc on peut créer des studios dans des bureaux très modernes. Donc certains propriétaires le font d'ailleurs. Les pouvoirs publics n'ont pas le droit de réquisitionner les bureaux. Mais en France, les entreprises possèdent d'autres mètres carrés. Des logements de fonction, des habitations, et certains sont vacants. Il y en aurait en tout 160 000 sur tout le territoire. Et cela, l'État peut les réquisitionner. Alors comment s'y prend-il? Direction Marseille. Ici, les pouvoirs publics voudraient réquisitionner 20 000 logements d'entreprise. Les repérer, c'est la mission de Jean-Pierre Imbert, un agent de l'État.
prendre par là. Jean-Pierre Imbert se fie à une liste de logements vacants établie par les services fiscaux. Première visite. Dans cet immeuble, il s'attend à trouver 6 appartements vides. Mais voilà, le bâtiment est en travaux. C'est une société maritime qui a l'ensemble de l'immeuble et ce sont ses bureaux. Donc, il ne rentre pas dans les critères. Immeuble entièrement réhabilité. Qui dit travaux, dit un immeuble qu'on ne peut plus réquisitionner. Jean-Pierre Imbert arrive trop tard. Sa liste date d'1 an et elle est déjà périmée. Deuxième adresse, ici la liste mentionne 3 appartements vides. Jean-Pierre Imbert vérifie à partir des sonnettes. 1, 2, 3. Donc il y aurait 13 logements occupés et environ 3 vacants. Pourtant, là aussi, pas de réquisition possible. Et vous allez comprendre pourquoi. En estimation, il y aurait 3 vacants, dont un qui est alloué, donc il resterait 2 logements de vacants. Non, il ne sera pas maintenu dans la liste des bâtiments réquisitionnables pour des questions de gestion après. On ne le maintient pas. 2 appartements vides, ce n'est pas assez. Il en faut au minimum 6 dans un même immeuble pour que l'opération soit rentable. Fin d'après-midi, Jean-Pierre Imbert pense avoir enfin trouvé. Voilà l'immeuble. Oui, il est entièrement vacant. Porte anti-squat. Dégradé. Quels indices vous montrent que c'est un immeuble vacant là? Bon, bien sûr, il y a l'état des fenêtres, sales, détériorées, au dernier étage cassé, et notamment la condamnation de l'entrée par une porte anti-squat. Mais réquisitionner un immeuble, c'est s'assurer qu'il est en bon état. Et là, l'agent a comme un doute. Par contre, toutes les menuiseries dégradées, la frisette sous-gouttière, infiltration d'eau, présence de fissures. Bon, je vais noter tout ça. Une fois les immeubles réquisitionnés, ils sont gérés par des bailleurs sociaux qui vont les louer. Aucun ne voudra de cet immeuble. Les réseaux, ils y sont, mais les branchements ont été condamnés. Ce jour-là, peu de logements correspondent aux critères de réquisition. Combien vous en avez déjà estimé être potentiellement réquisitionnables? 1 sur 10 à peu près. Donc c'est pas beaucoup par rapport aux estimations de départ? Non, non. Non, non. Au final, sur les 20 000 immeubles identifiés, 200 correspondent aux critères, mais seuls 20 pourraient être réquisitionnés. Car encore faut-il que les propriétaires donnent leur accord. À la préfecture des Bouches-du-Rhône, pour Marie Laju, la préfète, la réquisition tourne au casse-tête. En gros, compte tenu des procédures qui sont prescrites par la loi, on en a à peu près pour 5 mois, avec la collaboration et des réponses positives d'un certain nombre d'acteurs. Par exemple, il faut que les propriétaires nous laissent rentrer dans leur logement. S'ils le refusent, c'est une nouvelle procédure qui nous enjoint de demander l'autorisation du juge. Donc ça prend des délais supplémentaires. Donc ça peut être entre 5, 6, 7 mois pour la mise en œuvre. À ce jour, selon nos informations, sur l'ensemble du territoire, aucun immeuble d'entreprise n'a encore été réquisitionné. Dans la chasse au mètre carré, les pouvoirs publics ont fini par se tourner vers une réserve méconnue de logements vacants, ceux qui appartiennent à l'État. Alors à quoi ressemblent ces habitations ? Cette étape nous emmène près de Bordeaux, à Mérignac, dans un paisible lotissement. 18 maisons en parfait état, des jardins bien entretenus. Et pourtant, ces maisons sont vides pour la plupart. Celui qui l'a découvert, c'est Gérard Chausset, le maire adjoint. Au mois de juin dernier, il se rend sur place pendant la campagne des législatives pour aller, croit-il, à la rencontre des électeurs. Je suis arrivé ici un après-midi et donc il n'y avait personne. Donc quand il n'y a personne, quand on fait du porte-à-porte, on sait qu'il y a toujours une personne sur 3 qui est là ou 4, mais là il y avait vraiment quasiment personne. Gérard Chausset réalise que sur 18 maisons, 14 sont sans habitants. Et cela fait 9 ans que ça dure. Ce
qui est choquant, si vous voulez, c'est que pendant quasiment 9 ans, 9 ans et 6 ans, la plupart des maisons n'ont pas été occupées. Donc c'est ça qui est quand même, je dirais, inquiétant. C'est-à-dire qu'on puisse se permettre, en France, comme je disais, on est un drôle de pays, laisser ce patrimoine comme ça, vide. Personne dedans. L'adjoint au maire est d'autant plus choqué que le propriétaire, c'est l'État, la Direction Générale de l'Aviation Civile, ou DGAC. Normalement, ces maisons étaient destinées au personnel qui travaillait à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Nous appelons la DGAC. Nous, ce qu'on essaie de comprendre, c'est pourquoi il y a eu un temps si long de vacances de ces logements, en fait. C'est ça qu'on aimerait savoir. La vacance ? Oui. Parce qu'avant tout, ce sont des logements qui sont destinés au personnel de l'aviation civile. Mmh. Et puis les demandes de réquisition n'existaient pas jusqu'alors. D'accord, mais parce que certaines de ces maisons sont restées vides pendant quasiment 8-9 ans. Les maisons n'étaient pas remplies parce que du fait des agents d'habitation, d'autres qui n'en avaient pas l'utilité, qui voulaient être géographiquement ailleurs, ou des choses comme ça. D'accord, donc il y a eu un problème un petit peu à la base entre l'adéquation entre les besoins réels et le nombre de logements. L'adéquation, c'est que je vous dis, voilà, si vous êtes muté, vous êtes tout seul et célibataire, vous avez plus envie d'habiter à Bordeaux-Mérignac, vous êtes une famille, vous avez 4 enfants, il vous manque 2 chambres, vous êtes obligé d'aller ailleurs. C'est pour ce genre de raison que les locaux sont inoccupés. C'est Gérard Chausset qui signale l'existence de ces maisons à la préfecture en décembre 2012. Les pouvoirs publics y installent 30 personnes en grande précarité. Parmi elles, Jamila, 52 ans. Elle a emménagé il y a quelques semaines et elle n'en revient toujours pas. Oui, allez-y, entrez. Voilà mon nouveau chez moi. Alors là, nous sommes dans la pièce principale, salon, salle à manger. À l'intérieur, tout est comme neuf. Les meubles ont été fournis par l'association Emmaüs. Un vrai changement pour Jamila. À la rue pendant 2 mois, elle a vécu dans des caravanes ou des hôtels sociaux. La terrasse, le jardin et le bois derrière. J'en revenais pas, oui. Pour moi, j'avais l'impression d'être dans un rêve. Je pensais vraiment pas occuper une maison comme ça. Et après être sans logement pendant plus de 2 mois. Comme Jamila, 9 familles ont trouvé refuge dans le lotissement. À Mérignac, il a fallu attendre 9 ans pour que la préfecture confie ses logements vides à des mal logés. Nous avons découvert que dans d'autres villes, des biens de l'État sont en sommeil depuis 23 ans. Notre tour de France s'achève à Lyon. Ici, l'État possède un gisement de logements en parfait état et vide. C'est le scandale révélé à l'automne dernier par Emmanuelle Soto, une journaliste de presse locale. Ce qu'elle a découvert, de nombreux logements de fonction normalement destinés aux instituteurs, comme celui-ci, inoccupés depuis des années. Là, ils ont vraiment tout barricadé, c'est tout cassé, poussiéreux. On voit les boîtes aux lettres à moitié ouvertes. Ces immeubles vides destinés aux instituteurs, elle en a trouvé dans chaque arrondissement de Lyon. Au total, il y aurait 150 appartements. À Lyon, il y a près de 60 000 personnes qui attendent, qui sont sur liste d'attente pour du logement social. C'est énorme. Et là, on a un gisement d'appartements qui semblent être en bon état et qui sont vides. Pourquoi n'y a-t-il plus aucun fonctionnaire dans ces logements ? Selon Emmanuelle Soto, cette situation est liée à la réforme du statut des instituteurs. En 1990, il y a eu la création du statut de professeur des écoles, qui a entraîné la disparition du droit au logement des instituteurs. Donc petit à petit, les instituteurs ont dû partir de leur logement, ils ont été délogés entre guillemets, et des immeubles entiers sont restés vides. Ça fait plus de 23 ans que les villes connaissent ce problème, et ils ont eu 23 ans pour se retourner et pour réaménager ces locaux. Et en 23 ans, ça n'a toujours pas été fait. Lors de son enquête, la journaliste découvre un autre type de gaspillage. Les immeubles auraient continué d'être chauffés pendant toutes ces années.
C'est Nicole Gay, la maire adjointe, chargée du patrimoine immobilier de la ville de Lyon, qui nous fait visiter l'un de ces immeubles. Ici, il y a 12 logements, tous vides, à l'exception de la loge de la gardienne. Nicole Gay nous ouvre un appartement. Nous constatons que le chauffage fonctionne bel et bien. La maire adjointe tente de nous expliquer un tel gaspillage. C'est chaud le chauffage là. On coupe là. Normalement, ça devrait être coupé. Ça devrait être coupé là. Parce qu'il y a la gardienne aussi. Oui, puis il y a la gardienne qui est là. Aujourd'hui, comme c'est pas désolidarisé, il faut bien chauffer. Voilà. Et c'est dans beaucoup d'endroits aussi. On est dans cette situation. Elle est là en permanence, la gardienne, en fait. Elle est là en permanence. Bien sûr, elle est la gardienne du groupe scolaire. Une seule habitante et 12 appartements vides, chauffés en permanence. De l'extérieur, c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent se dire ces appartements sont vides, en plus ils sont chauffés, c'est du gaspillage, on pourrait vivre dedans, il y a des besoins de logement. Oui, ça c'est des articles de journaux qui l'ont un peu dit, mais bon, nous ne prenons pas ça pour argent comptant. Comment on peut expliquer du coup ça fait 22 ans qu'entre la fin de ce statut, la création de ce statut et le fait que les appartements redeviennent disponibles? Nous avons commencé à travailler en 2005, un peu avant, ces questions-là. Avant, ça n'était pas peut-être travaillé, mais en tout cas, nous ne considérons pas que nous avons mis beaucoup de temps à travailler et à mettre ces appartements en vente à des bailleurs sociaux. La moitié de ces logements ont été vendus à des bailleurs sociaux en 2009. La mairie de Lyon a autorisé en janvier dernier le début des travaux. Des familles devraient pouvoir s'y installer d'ici le printemps 2014. Lyon n'est pas une exception. Des anciens logements d'instituteurs, il y en aurait 24 000 en France. Des biens qui dorment, alors que dans les 4 plus grandes villes, 250 000 personnes sont en attente d'un logement social.